Ben, merci encore Dimitri et Dudi de nous rejoindre aujourd'hui pour ce dernier webinaire Promise de l'année. Donc, les prochains reprendront en septembre. On va faire une pause cet été. C'est Et sur donc, des années scolaires. On est sur des années scolaires, toujours. Tu sais, une start-up. Hein. Donc, du coup, effectivement, l'objectif de cette session, c'est de prendre un petit peu de recul maintenant sur tous les sujets qu'on a abordés cette année. Donc, c'était des sujets essentiellement tech, au niveau de l'organisation aussi des équipes. Mais là, on voulait prendre un petit peu de recul pour voir au niveau d'une entreprise, quand on a une ou plusieurs équipes de développement, quelles sont les questions qu'on va se poser justement sur des équipes, sur le suivi, sur la performance des équipes. Donc, on va parler beaucoup de performance des équipes aujourd'hui. Et surtout avec vos retours d'expérience, donc Ludi et Dimitri, sur ce sujet-là, parce que évidemment, il n'y a pas de silver bullet. On n'a pas une seule réponse pour tout le monde, mais l'objectif, c'est de vous aider à vous poser les bonnes questions et à co-construire du coup avec votre entreprise des indicateurs justement pertinents dans votre contexte. Donc, on va faire un petit tour de table déjà pour se présenter. Ludi, je te laisse démarrer. Oui, je te remercie, Arthur. Moi, c'est Ludi Akoué, donc je suis CTO. Pour ceux qui connaissent, on en parlait tout à l'heure. Je viens de terminer ma mission chez l'Uni. Donc je présenterai l'Uni dans un deuxième temps. Je suis également Tech Advisor, plutôt sur des startups pré-seed, donc qui commencent et qui jusqu'à la série A, donc qui ont trouvé en fait leur marché aussi. Où j'interviens plutôt comme mentor, coach, mais aussi des fois plus sur des questions orga et architecture. Donc, pour parler de l'Uni rapidement, c'est une scale-up, une belle scale-up. On reviendra là-dessus par la suite, qui commercialise une fabrique à histoire. Donc, c'est une conteuse audio pour enfants. C'est le leader du marché depuis bientôt 10 ans. Je reparlerai du contexte au niveau des équipes dans un deuxième temps. Je te laisse la parole, Dimitri. Bonjour. Dimitri Bailly, je suis chez Back Market en membre de l'équipe technique, rattaché du coup à la direction technique pour l'organisation des 40 squads qu'on a chez Back Market. Donc un rôle transverse, c'est une sorte de consultant tech interne sur l'organisation de Back Market, où j'aide sur des sujets un peu pointus de gestion de la dette transverse, gestion de l'organisation des équipes et aussi Tech Advisor interne pour une start-up interne qui s'appelle Back Market for Business, où on lance Back Market pour des entreprises, que ce soit du rachat ou de la vente de matériel dédié pour les entreprises. Donc une bonne aventure. Et pour le contexte du jour, je suis cofondateur et animateur de Flocon, qui est ex-Lean Kanban France, qui est une conférence dédiée à Kanban Continuous Delivery, sur lequel on essaye de travailler l'autonomie et le Continuous Delivery au niveau de la squad, grosso modo. Donc, tout ce qui concerne la performance des équipes, mais à l'échelle de l'équipe. Et un peu de Tech Rocks dans le coin, mais c'est moins le cadre du jour. Donc, Flocon, ce sera le 6 et 7 mars 2024 à Beffroi, à Paris. Une super conférence, vraiment, on invite tout le monde à participer, franchement. Je les ai découverts cette année, c'était vraiment génial, des super talks. Super, merci pour cette intro. Donc, de mon côté, moi, c'est Arthur Magne, CTO et cofondateur de Promise. Donc, chez Promise, on développe une solution justement qui accompagne les équipes de développement dans le partage d'expertise au niveau des équipes, via des plugins pour les IDE, pour la revue de code. Et on met en place avec les entreprises ce qu'on appelle des revues de pratique qui permettent justement aux équipes de créer des standards de développement, de les partager à l'échelle des différentes équipes plus facilement qu'avec des wikis ou de faire à l'oral, etc. L'objectif, c'est de capitaliser vraiment sur l'expertise de tout le monde. Et on organise des webinars donc régulièrement. Ces derniers mois, on faisait des webinars hebdo sur différents sujets tech. Donc là, c'est la belle conclusion de cette année où justement on va pouvoir parler maintenant de la question vraiment de la performance des équipes, qui est quand même un sujet crucial pour les différentes équipes qui font de la tech. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Promise, hop, je mets le lien directement dans le chat. N'hésitez pas à tester, même s'il y a pas mal de gens ici qui connaissent déjà très bien. Donc, pour démarrer, les premières questions que je vais avoir pour vous, ça va être justement, c'est quoi les contextes dans lesquels vous avez déjà travaillé et c'est quoi votre contexte actuel?
Toi, Ludie, tu nous as parlé un petit peu d'Uni en disant que c'était une scale-up, justement. Ça veut dire quoi, scale-up? Tout à fait. Et en termes d'équipe tech, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors l'Uni, c'est une scale-up, c'est-à-dire c'est une start-up déjà qui a trouvé son marché. Donc, pour revenir sur le contexte business de l'Uni, donc c'est le leader de la compteuse audio, donc le transistor bleu là qui permet avec des touches jaunes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, qui permet aux enfants de créer leur propre histoire, de développer leur imaginaire. Donc l'Uni, c'est un peu plus de 1,4 million hardware. Hein. Les compteuses, ce sont des hardware vendus. Il faut voir déjà cette volumétrie-là. Et aujourd'hui, c'est à la fois, c'est une expérience digitale, donc vendue en magasin, mais aussi vendue en ligne avec toute l'expérience de renouvellement des livres audio qui sont dans les compteuses, qui est entièrement digitale. Donc, ça veut dire quoi en termes de contexte? Ça veut dire que l'équipe tech, quand j'y étais, on est monté jusqu'à 25, avec un mix interne et bien sûr freelance. 3 squads avec une particularité d'un component team un peu, parce que le hardware, c'est un autre cycle aussi de développement d'engineering, et avec l'objectif de gérer plusieurs périmètres, à la fois toute la partie front, ce qui va être les frontaux web, mobile, hein, la partie infra, donc toute la partie, donc on va en parler, tout le travail qu'on a fait de retravailler la partie infra, et il y a aussi une partie back-end avec un véritable legacy qui est issu aussi de la croissance rapide de l'entreprise. Donc je disais quoi, plus d'une vingtaine de people, 3 squads, avec une team un peu qui intervient, qui rentre et qui sort. Et voilà à peu près le contexte que j'ai eu. Pour préciser un peu le contexte, c'est que, et d'ailleurs on va en parler, voilà pourquoi le sujet est intéressant, c'est qu'un des mandats que j'avais quand je suis arrivée, c'est notamment une question de performance. On a des problèmes de delivery. La delivery n'était pas fluide, enfin. Je pense que je suis sympa là. Et il y avait des problèmes de delivery. Et donc, le mandat, c'était de comment on troubleshoot, entre guillemets, la problématique socio-technique qui est autour de la performance et comment on remet les équipes en ordre de marche. Voilà vraiment le mandat central. Et rapidement aussi, pour le contexte chez l'Uni, je dirais aussi une équipe recherche et puis une équipe IT. Mais bon, c'est moins important dans le cadre que nous allons discuter ici. La performance de l'équipe recherche n'est pas une question. C'est plus compliqué. Voilà. On en parlera peut-être plus tard. On en parlera plus tard. Super. Et toi, Dimitri, du coup, dans ton contexte, dans spécifique back market, on ne va pas forcément parler Alors, oui, je fais quand même... j'ai un bout d'expérience chez lesfurets.com, dont j'étais CTO. Donc, j'ai une expérience avec 6-7 équipes sur lesquelles on a beaucoup travaillé le continuous delivery, justement, et la performance des équipes, que ce soit plateforme ou produit. Donc, on a ces deux aspects d'équipes très produits liés à du product management et des équipes plateforme derrière, qui exposaient à ça. Et en rejoignant Back Market, l'idée, c'était d'essayer de découvrir aussi à l'échelle ce que ça donne, quelles sont les problématiques quand on a 40 squads, qui a 6 tribes, 250 ingénieurs, un seul produit, un beau monolithe. Je ne sais pas comment tu l'as formulé, Ludie. Un legacy intéressant, un beau legacy. Un beau legacy. Voilà, un legacy intéressant. On y est. Et on a recruté, je crois, 200 personnes en 2 ans sur ce legacy. On passe en microservices pour essayer de flexibiliser l'approche. Avec du delivery qui tourne quand même pas mal. La boîte s'étend bien, donc le résultat est là. Mais on a ces problématiques de comment on accompagne les squads. Est-ce qu'elles doivent toutes suivre le même process ou pas? Donc voilà, exposé à toutes les questions du jour sur comment on pilote la performance des équipes quand on en a 40. Ouais, mais ça fait une belle transition effectivement avec cette question. Donc maintenant qu'on a plus en visibilité le contexte, Ludie, tu disais que tu étais mandaté pour justement travailler sur le delivery et améliorer justement
entre guillemets cette performance des équipes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un petit peu extérieur aux équipes et tu vas essayer de leur donner des tips, de les guider, ou tu rentres dans les équipes, ça se passe comment? Alors moi, je vais te donner des exemples concrets de ce qui s'est passé. En fait, si on repart 2 ans et demi en arrière, en fait, on a une équipe plutôt junior, hein, majorité junior, donc une petite équipe de 7 personnes environ, plutôt junior. Et avec, mais très volontaire, ça c'est super important à dire aussi, hein, très engagé, très volontaire, donc une bonne équipe, avec des problématiques qui sont issues je rentre un peu dans la solution, mais c'est pas le but, mais peut-être de process d'organisation et de best practice, hein, d'architecture, de développement, qui venait un peu coincer en fait la delivery. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y avait aussi tout un contexte qui faisait que l'Uni n'est pas une boîte tech au sens de gestion, valoration, engineering et nombre de people global de la boîte. Ce n'est pas une boîte tech, c'est une boîte qui utilise la tech dans le mindset. Donc, ça veut dire que déjà au niveau organisationnel, ce qu'il y avait à l'époque, c'était le côté je suis prêt. Moi, en tant que métier, moi, je suis prêt, je fais ce qu'il y a à faire. Et quand je suis prêt, je dis, je suis prête, les développeurs exécuter. Je caricature à peine, hein, exécuter. Donc, il y a tout un contexte qui fait que qu'on arrive dans ce genre de contexte. La première chose pour aller comprendre l'existence, c'est d'aller sur le terrain. Donc, pour répondre à ta question dans un premier temps, effectivement, j'étais sur le terrain. Parce qu'il fallait développer déjà, senioriser en termes de modèles mentaux, je vais prononcer le mot, la team existante. Et pour la petite histoire, le premier poste que j'ai créé chez l'Uni n'est pas un poste dev, c'est un poste de product. Ça, c'est super important de se dire que, effectivement, on en reparlera avec Dimitri, hein, mais le life cycle, c'est si on prend la tech boîte noire, on dit que la tech ne délivre pas, donc l'output n'est pas ce qu'on attend. C'est la boîte noire. Il faut essayer de poker la boîte noire pour voir ce qui se passe dedans. C'est vrai. Essayer de voir qu'est-ce qui rentre dedans, le flux, tout ce qui rentre dedans. Mais c'est aussi, la boîte noire n'existe pas de manière isolée. Donc, la tech n'est pas une entité qui est isolée, autonome, etc. Elle est en interaction aussi avec les d'autres équipes. Donc, c'est un système, quoi. Donc, c'est aussi aller regarder tout ce système alentour, en fait, qui fait que la boîte noire ne fonctionne pas. Pour simplifier, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que première année dans l'équipe, tout en travaillant en dehors de l'équipe avec l'écosystème. Deuxième année, c'est là où je prends du recul par rapport avec la mise en place de middle management. On pourra en rediscuter parce que c'est super intéressant de rentrer dans ce détail-là pour savoir pourquoi il faut être dedans. Et je pense que le nombre de people existants permet de le faire. Mais lorsqu'on commence à grossir vers jusqu'à une vingtaine de personnes, on ne peut plus être sur le terrain ou dans la boîte noire. Mais il faut faire des allers-retours, en fait, pour vérifier que la boîte noire et ce qui se passe autour, en fait, fonctionne bien. C'est intéressant ce que tu dis de regarder l'output et puis de regarder toutes ces interactions entre justement les équipes de dev et ce qui se passe autour, et pas juste arriver avec... Bon, on a parlé avec Julien Topsu dans un meet-up, dans un webinar qu'on avait fait sur le craft à l'échelle, où on disait qu'on ne doit pas arriver avec une solution toute faite, pousser du cargo code justement derrière et dire on va appliquer ces méthodes de dev par exemple tout simplement, puis ça va résoudre tous les problèmes. Souvent ça va au-delà, donc il faut regarder les interactions, produits et tout ce qu'il y a derrière. Et toi Dimitri, dans ton contexte, comment ça se passe? Je vais hacker un peu le meeting, mais j'avais 2 questions à poser à Lydie, parce que le but du jeu aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre les questions qu'on se pose, qu'on sait poser, et pas les solutions qu'on a trouvées à nos problèmes très spécifiques. Et j'avais envie d'essayer de trouver avec Lydie, là, quelles questions tu t'es posées pour décider qu'il fallait recruter un product manager. Et après, j'aurais la même question pour le middle management, mais qu'est-ce qui t'a fait dire c'est un product manager qu'il me faut?
Mais c'est une très très bonne question, Dimitri. En fait, ce qui m'a fait le dire, c'est alors je reschématise l'existant. Donc je reviens toujours à cette histoire de boîte noire, mais j'ai presque plus envie de dire que ma boîte noire avait plutôt la taille d'un entonnoir en fait, où le bout des choses qui arrivaient en fait était très large. Et la capacité, finalement, de l'entonnoir était assez rétrécie. Vous me dites si vous comprenez l'image. Et surtout, la question que je me suis posée, c'est, je vais donner un exemple de ce qui est arrivé. Donc, à un moment donné, pouvoir comprendre les besoins métiers qui tombaient, etc., pourquoi ça n'arrivait pas à comment dire, à être pris en main, je me suis dit, je vais inspecter les besoins métiers qui tombent. Et là, on se rend compte que, en fait, tous les départements ont leurs besoins qui tombent, des besoins qui peuvent être similaires, qui peuvent être antagonistes. Et tu te rends compte tu te rends compte, parce que c'est de l'observation, c'est de l'audit, tu te rends compte qu'à un moment donné, il n'y a personne pour organiser ces besoins-là. Donc, c'est la qualité des specs ou en entrée qui posait problème. Tu avais les bons devs. Alors, oui. L'hypothèse, voilà, c'est ça. L'hypothèse, c'est, OK, j'ai une équipe. Prenons l'hypothèse que j'ai la bonne équipe. Mal alimentée. Mal alimentée. En fait, c'était visible que derrière, il fallait rationaliser le processus d'entrée. Déjà. OK. Ouais, c'est ça. Et le middle management c'était mal piloté. Alors, middle management, c'était plus tard. Alors, le middle management, c'est là où on va revenir aussi là-dessus. D'ailleurs, ça m'intéresse de voir chez Back Market, c'est que à l'âge de cette entreprise, il y avait déjà un legacy très fort. Pas technique, là je parle de technique très fort. Donc, typiquement des choix de base, des choix architecturaux, que ce soit le choix de la base de données initiale, le choix de... on en reviendra. On ne veut pas savoir. Ouais. Voilà, donc il y avait des choix initiaux qui étaient, en fait, qui rendaient difficile, qui créaient de la friction. Voilà. Et donc, par rapport à cela, et comme je te disais, moi, ma problématique, c'était une équipe junior, une scale-up qui avait des ambitions internationales, donc qui ouvrait des boutiques à l'international, donc avec une pression du business, et la nécessité d'aller vite. Face à une équipe qui grossit, il fallait impérativement commencer à structurer un middle management pour assurer, on en parlera de la performance après, pour assurer la mise en place d'un cadre. Parce que notre rôle, c'est de créer des cadres qui permettent aux développeurs de se développer, d'améliorer en compétences et en confort de vie, en confort de travail. Voilà, c'est ça. Voilà les questions, les difficultés plutôt, je dirais, l'existence de dire comment je mets en place un cadre pour que l'équipe soit performante. Adapté aux devs en place. Exactement, adapté aux devs en place. Donc, c'est effectivement senioriser d'abord par le cadre, donc en mettant des middle managers. Voilà, c'est ça. Top. Chez Back Market, c'était un petit peu différent parce qu'avec les levées de fonds importantes et tout ça, on a eu un gros scale de 50 à 250 personnes rapidement. Plus qu'une problématique de delivery, c'est l'arrivée de beaucoup de monde qui a posé des problèmes de delivery. Et du coup, alors, je n'ai pas vécu cette période-là directement, je fais partie de la vague. Et je peux dire qu'il y a deux éléments importants. C'est chaque équipe, il y avait des principes de base chez Back Market qui font que chaque équipe a son autonomie et son organisation propre. On n'a pas déployé une organisation transverse que toutes les équipes doivent suivre. Le motto est débrouillez-vous, il faut que ça tourne avec un assez fort degré de liberté par équipe. Donc, qui est à double tranchant, mais qui permet d'éviter une synchronisation, un coût de synchronisation des processus, des pratiques fort. Donc, l'outillage, on a une équipe plateforme qui fournit l'outillage de déploiement, de développement qui est en place.
mais l'organisation elle-même des équipes est plus libre. Du coup, on a peut-être plus de variabilité dans la performance de chaque équipe, mais c'est la réalité de chaque équipe. Ce n'est pas la mesure de la performance du processus, c'est la performance réelle de l'équipe. Ça, c'était un premier élément de contexte. Et le deuxième, c'est que dans cette vague de recrutement, il y a eu beaucoup de middle management, donc beaucoup d'engineering managers pour piloter justement, rendre autonomes les équipes par un management intégré et un pilotage de la roadmap à l'échelle de l'équipe. Quand même pas mal. Donc, on a des gens du business et du produit qui sont responsabilisés au niveau de chacune des squads. Donc, voilà. Donc là, cette partie-là, elle est structurellement en place une autonomie des équipes, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres entreprises et compagnies. Et je trouve que ça ouvre pas mal de questions, mais ça permet de se poser la question de la performance des équipes et pas de la performance du processus. Donc, Oui. ma question que je pose, c'est est-ce qu'on est en train de mesurer la performance du processus qu'on déploie ou est-ce qu'on mesure la vraie performance des équipes? En fait, avant d'aller là, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est comment ce framework a été mis en place, comment ça a été constitué, pourquoi, par rapport au scale rapide que tu décris, pourquoi avoir choisi ce framework-là et pas un autre? Je n'ai pas toutes les explications, mais je dirais il n'y avait personne pour mettre en place un framework global. Donc, j'ai plus l'impression qu'il n'y avait pas le choix de dire débrouillez-vous, il faut que ça tourne. Alors, on a quand même une pratique, une philosophie de sabotage chez Back Market. Donc, quand on arrive chez Back Market, on a un petit livret du saboteur qui dit débrouillez-vous, il faut que ça marche. On a le droit, c'est Move Fast and Break Things de Facebook qui est débrouillez-vous, il faut que ça marche. Ne vous reposez pas sur la structure pour trouver des solutions à votre échelle. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu le motto des scale-up où de toute façon, on n'a pas le temps de mettre en place une organisation, de déployer une organisation. L'autonomie des équipes est la base, c'est le point de départ. Je sais qu'il y a pas mal d'études et de tests chez Spotify où ils ont l'impression, eux, d'être allés beaucoup trop loin sur le sujet. Donc, c'est des équipes qu'ils ont développées en étant ultra autonomes, mais sans alignement. Nous, on a les alignements d'OKR, de choix, de focus, de priorité business à l'échelle de la boîte qui rend les équipes autonomes dans leur organisation, mais pas dans leurs objectifs métiers. Donc, ce n'est pas forcément elles qui définissent tout ce qu'elles veulent faire à leur échelle. Voilà, et du coup, ça amène à la question de vraiment quand tu laisses ce cadre ouvert, on va dire, sur vous avez des objectifs métiers, vous faites ce que vous voulez, entre guillemets, pour les atteindre. En fait, nous, on a vu dans notre contexte différentes scale-up aussi, et on a eu des retours des équipes qui nous disaient le problème, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup d'expertise, donc on est parti sur une direction, sur des choix d'organisation, et on n'était pas convaincus, mais on ne savait pas dire si c'était la bonne décision ou pas. Donc effectivement, il y avait des partages qui devaient se faire, et ça amène un petit peu cette question de, tu disais, tu mesures la performance de l'équipe et pas du processus. Mais la question, c'est comment savoir justement si l'équipe qui a mis en place un processus, c'était la bonne décision et si l'équipe justement a atteint ses objectifs, etc. Comment est-ce qu'on peut observer ça? Comment est-ce qu'on peut aider l'équipe à définir justement ça? Alors, moi, je pense que c'est pas que la question de la mesure du processus, la performance du processus et la performance de l'équipe sont corrélées en fait. Et qu'à un moment donné, on prend une décision. Alors, je pars du postulat qu'on prend une décision selon des problématiques observées. Qu'on se dit, c'est pas, je prends le modèle Spotify, mais je fais des ateliers avec les équipes où on se dit, c'est quoi notre problème, qu'est-ce qu'on a comme problème, et comment on pourrait se réorganiser, s'organiser déjà avant de se réorganiser. Donc, si on log une décision là-dessus en disant que aujourd'hui, avec le contexte métier, parce que la tech sert un contexte métier aussi,
On est généralement, moi, je n'étais pas dans le cadre de la tech pour de la tech. Enfin, on est rarement dans ce cadre d'ailleurs. C'est de se dire, OK, on a logué une décision de prendre un processus, une organisation, et qu'il faut aussi monitorer ce processus, parce que ce processus avec un objectif initial, c'est d'assurer la performance de l'équipe. Donc, la performance de l'équipe, pour moi, c'est un résultat, un résultat qui n'est pas unidimensionnel, hein, c'est pas du tout ça, hein, mais c'est aussi un résultat, et le processus vient servir ce résultat-là. Donc, les deux sont corrélés, en fait. Il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Et Dimitri, tu disais quelque chose qui était très important dans ce que tu disais, c'est que tu disais qu'il y a toute une planification en amont, une stratégie des OKR. Donc, quelque part, il y a un cadre. Et un cadre. Et ça, c'est super important. On a deux cadres chez Back Market, les OKR business, donc les priorités business qui aident à prendre des décisions de go, no go, et une plateforme de développement qui fait que, alors plus un monolithe, mais ça aide quand même au départ de donner un cadre où aller publier, comment faire. On est en train d'ouvrir cette partie-là, de donner de la flexibilité et plus d'autonomie aux équipes sur la façon de s'organiser architecturalement, mais au départ, il y a ces deux cadres qui donnent une grande autonomie entre deux barrières assez fortes. Donc pour moi, c'est vraiment ça la question à se poser sur la performance d'une équipe, c'est est-ce que c'est lié à ce qu'il y a à l'intérieur de l'équipe ou est-ce que c'est lié aux interactions extérieures? L'exemple que tu as donné au début, c'était le problème est à l'extérieur. Ça peut être challengé. Non, le problème est global. Oui, global, mais à l'extérieur de l'équipe elle-même. Tu vois, si tu prends l'équipe des développeurs que tu avais, qui n'arrivaient pas à livrer quelque chose de bon pour l'entreprise, tu as dit, il manque une qualité en entrée, il manque une qualité d'accompagnement parce que fondamentalement, on a les bonnes personnes, et ce qui est déjà un message énorme, plutôt que d'essayer de tout corriger en interne. Moi, je regarde beaucoup ça. Est-ce que l'équipe a ce qu'il faut? Est-ce que son contexte, est-ce que ses conditions d'opération sont bonnes? Si oui, il faut la laisser faire, quitte à ce qu'elle ait du mal ou échouer, mais pour pouvoir mesurer la performance des personnes. Ou est-ce que c'est externe à son système et du coup, elle échouera, quelle que soit sa qualité, parce qu'elle n'a pas les conditions de succès, quoi. Donc, c'est vraiment une partie du management de notre rôle, c'est de donner et de respecter les conditions de succès de l'équipe. Donc voilà, première question, l'équipe a-t-elle les conditions de son succès? Oui, non. Et pour appuyer là-dessus, et pour moi, effectivement, c'est vraiment avoir un regard systémique, c'est super important. Et dans ce regard systémique, effectivement, on peut optimiser. Je pense qu'on a de la marge de manœuvre, on peut optimiser la boîte noire. Ce n'est pas forcément qu'une optimisation locale. Déjà, moi, je parle des contextes que j'ai connus. Moi, j'ai connu avant l'Uni qui est une scale-up, mais justement post market fit avec une traction, une véritable traction. Moi, j'étais plutôt dans des startups seed jusqu'à Serie A, où là, on y va, on cherche le product market fit et on met en place une organisation assez agile. On n'est pas en train de formater non plus une organisation. On est en train d'aller rapidement, donc on met en place, on garantit des principes de base là qui vont être techniques, hein, pour pouvoir appuyer une organisation qui tourne. Lorsqu'on arrive dans moi je parle dans une autre type d'organisation qui doit aller vite, la question effectivement qu'on poke la boîte noire, c'est est-ce que déjà j'ai les bons modèles mentaux en l'intérieur de la boîte noire, les bons réflexes de comment je gère mon code, mon environnement de développement, est-ce que j'ai les bons outils? Tu parlais des conditions de succès, Dimitri. Est-ce que j'ai les bons outils, les bonnes habitudes en termes de code review, en termes de coding déjà, hein, de code review, de test? Est-ce que j'ai les bonnes habitudes en termes de collaboration inter-équipe aussi? Ça, on n'en parle pas souvent, mais dépendance et collaboration. J'ai lu, je crois que c'est sur la Pragmatic Newsletter, qu'il y a des équipes chez Google qui ne font pas de tests. Et c'est une revendication des managers qui disent ouais, j'en ai pas besoin. Est-ce un problème?
Mais là, je pense que c'était comme les questions. Les questions n'ont pas de réponse unique, en fait. On Oui, peut pas... mais Moi mon motto, c'est de sortir des postures manichéennes un peu, quoi. oui, mais comment tu juges une équipe qui ne fait pas de tests? Parce que du coup, tu ne vas pas regarder si elle fait des tests, oui, non, du coup, elle est bien. C'est sur quels critères une équipe qui ne fait pas de tests peut rester une équipe performante? Mais c'est l'outcome toujours, parce qu'à la fin, derrière, il faut délivrer une certaine valeur. Et par exemple, si on prend la métrique DORA, je pense que c'est un nom à citer, c'est une équipe qui ne fait pas de test. Déjà, tout dépend du contexte de l'équipe. Moi, de mon point de vue, il y a un problème parce que quand tu as une plateforme, il y a forcément des parties critiques de la plateforme. L'idée n'est pas d'avoir un coverage à 100%, ça n'a jamais été l'idée. Il y a forcément des parties critiques de la plateforme si tu veux assurer sa stabilité et sa fiabilité. Il faut que tu le couvres de tests, que ce soit des tests, surtout des tests unitaires, et que tu mettes en place en fait tout l'arsenal de monitoring, de logging pour voir comment la plateforme fonctionne. Moi, une équipe qui se vante, déjà, c'est assez gros de se vanter, de ne pas mettre de test. Déjà, c'est un gros warning pour essayer de comprendre aujourd'hui. En input, aller voir le taux de fail, les métriques DORA, le taux de fail quand il déploie, le taux de bug, ou qu'est-ce que l'équipe met en place pour assurer que derrière la qualité soit au rendez-vous, en fait. En fait, je dirais que je shift. C'est pas le test ou pas test qui m'intéresse. C'est l'impact, en fait. Ouais. Et après, je challenge la pérennité, comment derrière cette équipe est capable de grossir s'il n'y a pas en place, on va dire, des garde-fous qui protègent la qualité du code, quoi. Donc on peut C'est vrai peut-être faire quand le tu parles rappel. de... Ouais, vas-y. Ouais, c'est ce que je voulais faire justement, effectivement, quand on parle de Dora Metrics, des Forky Metrics qui sont poussés par Dora, donc un labo de recherche qui a fait une analyse sur l'industrie, qui a regardé des milliers d'entreprises qui font du développement logiciel et qui ont été capables de mesurer justement les entreprises performantes et qui n'étaient pas performantes. Et elles ont conclu en gros que 4 indicateurs clés de performance étaient à suivre pour savoir si l'équipe était forte en termes de délivrabilité ou pas. Et effectivement, c'est ce que partage Dimitri ici. Donc, c'est la fréquence de déploiement. À quel point est-ce qu'on déploie justement fréquemment? Est-ce que c'est une fois par jour? Est-ce que c'est une fois par semaine ou une fois par an? Est-ce que les changements qu'on fait dans le code arrivent rapidement en production? Donc ça, c'est le lead time for change. Donc en gros, est-ce que quand une équipe est en train de travailler sur une feature, qu'elle a fait la feature, on doit attendre 2 mois qu'elle soit mise en production parce que justement, il y a tout un process énorme qui garantit ça. Et en parallèle de ça, ça ne sert à rien de déployer fréquemment et rapidement si on introduit des bugs. Oui. Donc évidemment, les autres indicateurs à regarder, qui sont super importants aussi, c'est change failure rate. Donc à quel point quand on déploie en production, on a des bugs. Donc est-ce que c'est une fois sur 2? Est-ce que c'est tout le temps, etc. Et le time to restore qui est vraiment, une fois qu'on a un bug en production, on met combien de temps pour le corriger? Et ce qui est intéressant, c'est de travailler sur ces indicateurs en même temps, évidemment, de ne pas en dégrader un ou quoi que ce soit. Ouais, c'est surtout qu'il y en a des interdépendants. Ouais. Là-dessus, alors moi je suis assez catégorique, c'est assez incroyable d'avoir ces 4 indicateurs-là qui sont quelque part démontrés comme étant les critères de performance objectifs des équipes. Et sur les 16 000 entreprises interviewées, il se trouve que ce sont les critères qui regroupent celles qui sont le plus performantes. Il n'y a pas forcément le pourquoi. Donc, ce n'est pas logique. Tout n'est pas simple à comprendre de pourquoi c'est plus on livre un nombre de fois dans le mois ou dans la semaine, plus on est performant. Il n'y a pas l'analyse du pourquoi. Ce n'est pas une démonstration, c'est une mesure, c'est empirique. Il y a plein d'explications potentiellement derrière, mais on a pour moi la chance d'avoir une mesure objective de la performance des équipes. Et la discussion du jour, c'est bon, ok, quand ça sous-performe, qu'est-ce qu'il faut creuser? Comment on fait quand une équipe n'arrive pas à livrer souvent ou met du temps à livrer des fonctionnalités ou a des incidents? C'est des enquêtes à mener quand on n'est pas à un niveau qui nous satisfait. Mais pour moi, on a une chance d'avoir cette boussole
qui nous dit où aller regarder. En fait, s'il y a un des critères là qui vous dit non mais là on est à la ramasse, ça donne un indice de où aller creuser les pourquoi et de demander pourquoi plusieurs fois. Et on devrait, et c'est un peu l'hypothèse, c'est qu'en se posant le pourquoi sur ces 4 points-là, on n'est jamais loin de la vérité ou de traiter les vrais problèmes. Parce qu'on a dans l'entreprise trop souvent l'habitude de traiter les mauvais problèmes. Est-ce qu'on résout un bon problème ou un mauvais problème? C'est comme les chasseurs dans d'autres contexte, mais c'est ultra important, nous, en tant que manager des équipes, c'est est-ce que l'équipe essaye de résoudre un problème qui va l'aider ou un faux problème? Donc, de savoir sur quelle amélioration elle est en train de travailler, ça, pour moi, c'est un vrai repère de est-on en train d'améliorer dans une bonne cause de problème ou est-ce qu'on est sur autre chose? J'aurai un exemple tout à l'heure. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on voit des fois des équipes qui arrivent à avoir des indicateurs qui, pour l'instant, ne sont pas mauvais en termes de Dora Metrics. Mais ça rejoint une question de Fabien qui dit, au-delà de la performance justement de ces équipes au niveau des indicateurs métiers, comment est-ce qu'on fait aussi pour suivre des indicateurs sur la dette technique ou justement comment est-ce qu'on fait pour essayer de mettre en place, d'accompagner des équipes en leur poussant des process. Les tests, c'est un très bon exemple. On pourrait dire il faut faire de l'architecture hexagonale, du TDD, de la clean archi, etc. parce que vous n'allez pas créer de dette technique. Mais d'un autre côté, on dit aux équipes, vous allez être autonome pour choisir un petit peu votre process. Donc, comment est-ce qu'on peut faire justement pour, d'un point de vue extérieur à l'équipe, s'assurer que l'équipe est performante, entre guillemets, ne crée pas de dette et donc va performer sur la durée? C'est peut-être là aussi où on a un rôle à jouer pour dire, tu as une impression de vitesse aujourd'hui, mais dans 6 mois, ce sera peut-être plus le cas parce que d'expérience, je sais que si tu continues comme ça, tu vas droit dans le mur. Comment on se positionne? Comment est-ce qu'on apporte justement des réponses aux équipes là-dessus? Moi, j'ai envie de... Alors, pour moi, ce côté extérieur à l'équipe m'embête beaucoup. Parce que ça me donne l'impression que je suis extérieur, j'observe et j'amène des choses à l'équipe au lieu de dire je co-crée avec l'équipe en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, à un moment donné, avec l'équipe, ce qu'on co-crée, c'est des principes. Les principes de base de fonctionnement qui sont adaptés au contexte actuel, à l'information qu'on a actuellement, parce que de toute manière, l'information qu'on a, c'est une information insuffisante toujours, en fait, dans la mesure où on se dit, vu ce qu'on a, vu comment les choses se passent, c'est quoi les principes qui nous aideraient à faire mieux, à faire bien. Et ça, c'est pas une posture extérieure, en fait. C'est une posture de coaching, si on veut, où avec l'équipe, on fait des ateliers. Moi, je rappelle des ateliers pour se dire, OK, et là, qu'est-ce qu'on met en place? Et ce qui est encore mieux, c'est que si on peut aussi donner aux équipes, en discutant avec l'équipe, plutôt des guidelines dont ils se saisissent pour savoir comment ils le feraient au mieux, quoi. Et se dire, OK, d'accord, on s'arrête ensemble, là, pour le coup, sur des indicateurs. Comment ferait-on qu'on est arrivé à ça? On se met d'accord là-dessus, vous trouvez votre façon de fonctionner et on itère, quoi. Moi, c'est plutôt ça. Le côté extérieur à l'équipe m'embête beaucoup. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire par extérieur à l'équipe, mais c'est pas une décision qu'on prend à l'extérieur, c'est vraiment une co-création. Et même plus, on impulse plus et on donne les outils à l'équipe d'atteindre ses objectifs que de donner les solutions. C'est vraiment le point important, c'est de ne pas arriver en imposant forcément des solutions, etc., mais aider l'équipe à se poser les bonnes questions pour qu'elle trouve elle-même les solutions. On en avait parlé effectivement en amont. Mais effectivement, Dimitri, c'était aussi le sujet que tu poussais en disant on ne va pas répondre pour l'équipe à sa place, on va lui laisser trouver les bonnes réponses. Mais encore faut-il qu'elle se pose les bonnes questions. Oui. Et encore faut-il qu'elle se les pose tout simplement, qu'elle se pose ces questions. Parce qu'il y en a qui vont juste se dire on a toujours fonctionné comme ça, je ne vois pas le problème. Et pour moi, c'est ça le développement logiciel. Donc à ce moment-là, comment justement tu aides l'équipe à se poser les bonnes questions et à trouver elle-même ses réponses?
Alors, il y a une pratique produit pour connaître la vie des personnes, c'est le NPS, et de quelque part d'avoir un peu le taux de satisfaction de l'équipe déjà, de savoir un petit peu qu'est-ce que l'équipe elle-même en pense, quel est son avis sur sa propre performance et sur son propre système. Du coup, la pratique là, qui a été développée par Spotify, qui s'appelle les Squad Health Check, sont un moyen déjà d'aider l'équipe à regarder différents axes de ce qui est sous sa responsabilité et à quel point elle subit, pour savoir si déjà elle se pose des questions ou pas sur la vitesse de livraison, sur la qualité de la base de code, sur le fait de se sentir acteur ou passif sur sa roadmap, et est-ce qu'il y a du plaisir à travailler ou non. On a déjà quelques indicateurs de la prise de conscience de l'équipe sur sa qualité de travail. Ça, pour moi, on n'arrive pas forcément à très bien le faire, mais c'est un axe où si on veut travailler la performance des équipes, il faut déjà leur poser la question. Ce que tu me demandais, c'est comment on sait quelles sont les questions que l'équipe se pose. Il faut leur poser la question déjà, parce qu'on a tendance à répondre à la place des équipes très très vite. Ouais. Et le petit tips que m'a donné Rachel Dubois, qui est une coach de chez Spotify, sur les Squad Health Check, c'est de poser la question, donc de jouer le formulaire, le Squad Health Check de Spotify. On posait une dizaine de questions aux équipes sous forme de rétrospective. On fait la rétrospective de temps en temps et on se pose la question. Ça donne un peu un score d'équipe, mais de poser à l'équipe la question de qu'est-ce que vous faites super bien que vous pourriez partager aux autres. Donc, ça permet à l'équipe de se poser de qu'est-ce que je fais bien, et pas juste qu'est-ce que je fais mal, mais c'est aussi qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais probablement mieux que les autres, qu'est-ce qu'on a travaillé spécifiquement qu'on pourrait échanger, et sur quoi j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je fais mal, quelque part, mais on va formuler un petit peu plus positivement. Et ce croisement des deux permet aussi de créer un peu plus de relations entre les équipes et de mieux positionner les équipes par rapport à leur performance. Est-ce qu'elles ont leur mesure correspond à notre perception de manager autour, en disant une équipe qui dit je livre super bien et en fait on trouve que non, on peut aller se poser des questions. Donc, la différence de perception peut être intéressante là-dessus. Ouais, c'est un vrai très bon tips, effectivement, de se poser ces questions pour les équipes. Et effectivement, comme tu dis, la différence entre la perception d'équipe qui est relative et notre perception en tant que membre extérieur à l'équipe, c'est intéressant parce qu'on a aussi plus de recul peut-être sur les autres équipes, justement, et la performance, entre guillemets, des autres équipes. Donc, ça nous permet aussi de relativiser à notre échelle et de pousser des sujets, évidemment, pour cette équipe. Et ça nous amène un petit peu, justement, parce que je vois le temps qui file, sur la question de, justement, cette checklist un petit peu pour les équipes en termes de performance à suivre. On a parlé des Dora Metrics, on parle du NPS, on parle justement des Squad Health Check. Il n'y a pas de silver bullet encore une fois, donc il n'y a pas une checklist à utiliser pour toutes les équipes. Mais comment est-ce qu'on aide des équipes justement à construire cette checklist qui permettra à l'équipe justement d'avoir sa propre boussole, un petit peu comme les Dora Metrics, mais Dora Metrics, on va dire que c'est très générique, pour que l'équipe ait elle-même justement sa propre boussole. Est-ce que, typiquement, Ludie, tu as une idée autour de ça? Est-ce que tu l'as déjà fait? Non, je ne l'ai pas déjà fait. En fait, moi, je réfléchis beaucoup à comment, dans des situations où il n'y a pas de cadre, où il faut à la fois construire le cadre, aussi soutenir le travail des équipes, comment aider les équipes à prendre conscience de comment ils fonctionnent. C'est ça qui rejoint l'idée des health checks. Moi, je regarde ce tips-là. C'est que l'équipe doit prendre conscience. Dans Scrum, on parle de inspect et adapt. J'ai sorti un gros mot là. Inspect et adapt, c'est comment l'équipe sait s'auto-inspecter. Donc, c'est là où la checklist est intéressante. J'arrive à checker, à me dire, ça, il me manque ça.
et comment après, en fait, effectivement, j'adapte au fur et à mesure. Là, on parle d'amélioration continue. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, si je dois réfléchir à cette histoire de checklist, au niveau de la delivery, là, parce que pour moi, les DORA, c'est vraiment plus, on vient regarder la delivery, en fait. Les DORA nous donnent, en fait, c'est une boussole qui nous dit, il y a des problèmes à les creuser. Les DORA. Parce que derrière, on crée de la valeur, on ne crée pas assez de la valeur, on ne crée pas souvent de la valeur. Donc, les problèmes à les creuser. Au niveau de la checklist, c'est vrai que les DORA, pour moi, sont au premier plan. Il faut les mettre quelque part. Il y a la question aussi des compétences. Est-ce que les équipes ont la bonne compétence, le niveau pour travailler. En fait, je vais prendre un outil. Je te parlais en début de session d'un outil qui s'appelle la pyramide des valeurs qu'un coach, Pierre Fournier, a partagé avec moi une époque. C'est que la pyramide des valeurs, je ne sais pas si Dimitri tu connais, hein, mais il me semble qu'on pose des questions. À la base, on regarde l'environnement. Et après, il me semble qu'on regarde, je ne sais plus, la capacité, les compétences. En tout cas, c'est une façon d'auditer son environnement. Je vais voir si je peux trouver la pyramide des valeurs. Voilà, c'est ça. Donc, l'environnement. Donc, est-ce que c'est l'environnement qu'il faut changer? Est-ce que c'est l'environnement qui pose problème? Le comportement, les capacités, les valeurs, le rôle et l'appartenance, quelque chose qui les dépasse. Pour moi, utiliser cette question de la pyramide des valeurs permet de commencer à bâtir une checklist pour l'équipe. Je pars des DORA. À partir des DORA, est-ce que l'équipe a l'environnement qu'il faut pour travailler? Quand je dis environnement, les process, les outils. Les bonnes habitudes, hein, je parle de modèle mental, ça revient souvent, mais les bonnes habitudes pour travailler. Donc ça, je partirai de l'environnement. Si on dépasse l'environnement est OK. Donc on a, disons que les inputs en termes de specs sont clairs, sont clean. Le cadre est posé. Le cadre business est posé. On passe au comportement. Est-ce que les équipes ont le bon comportement, la bonne pratique, les bons standards? Et après, voilà, pour moi, il y a quelque chose à faire avec cet outil-là pour dire, après les comportements, les capacités. Donc, les capacités, est-ce que l'équipe est en capacité de réaliser ça? Et donc, on va penser au staffing. Est-ce qu'on a de la charge cognitive? Est-ce qu'on a de la surcharge de travail? Enfin, c'est autant de questions qui peuvent nous permettre, j'aimerais qu'on fasse l'exercice de faire la checklist, Dimitri, hein, mais je réfléchis en direct, qui peuvent nous permettre en fait de commencer à adresser en fait des checks, des choses à cocher ou à décocher pour savoir si l'équipe est performante ou pas. Enfin, voilà. Moi, je peux essayer un premier niveau de réponse sur la checklist. À se poser, à construire. Il y a un livre fabuleux qui s'appelle Checklist Manifesto, déjà pour apprendre à faire des checklists, qui est la différence entre une procédure ou un résultat attendu, mais une checklist, et quels sont les points à ne pas oublier, qu'on a tendance à oublier sur un résultat. Et pour la performance d'une équipe, c'est pour moi à chacun de la construire. Donc, c'est une checklist dans le contexte de l'équipe et pas une checklist générale. Mais j'ai 3 axes sur lesquels j'invite à se poser des questions. Et je vais tricher énormément parce qu'ils sont très proches des DORA Metrics. Mais la lecture des DORA Metrics, par rapport c'est assez limpide pour moi, c'est la vitesse de livraison. Donc, c'est est-ce qu'on livre? Donc, on se met à l'extérieur de l'équipe, à la fin du processus, et on regarde ce qui sort. Donc, c'est une posture de manager, une posture même d'équipe, c'est on regarde ce qui sort. On a tous l'habitude de regarder ce qui rentre en disant je mets des trucs, ça ne sort pas. Mais si au contraire, on fait le tour, on se met à l'extérieur, qu'est-ce qui sort? Et est-ce que ce qui sort
quel est l'âge de la feature, est-ce que c'est la bonne chose qui sort au bon moment. Donc, on peut avoir un regard critique en se positionnant là déjà. Est-ce que ça sort? Est-ce que ça sort en bonne quantité par rapport à un tuyau d'arrosage? Est-ce qu'il envoie assez d'eau? Avant de regarder pourquoi ça ne sort pas, on se demande est-ce que ça sort? Ça, c'est le premier point. Vitesse, quantité de sortie. Qualité. Et c'est quasiment les deux seuls critères à regarder qui couvrent toutes les catégories. C'est vitesse et qualité. Pour l'instant, moi, j'ai du mal à trouver d'autres axes qui ne soient pas déjà couverts par ces deux-là. Et du coup, je classifie, je me pose des questions dans ces deux-là. S'il en manque un, ça se passe assez mal. Mais est-ce que ça sort avec de la qualité? Et les Dorametrix, les deux premiers sont sur la vitesse, les deux seconds sont sur la qualité. Et ça parle de rien d'autre. Donc c'est assez énervant. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais vitesse et qualité suffisent, plus conditions de succès. Après, c'est pourquoi. C'est le pourquoi. Est-ce que c'est la responsabilité de l'équipe ou est-ce que c'est la responsabilité du système? Est-ce qu'on délègue à l'équipe une partie de la mission et pas l'ensemble de la mission? Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on a confié à l'équipe ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit apporter à l'équipe? Donc, moi, j'ai quand même cet intérieur-extérieur en regard de la vitesse et de la qualité de livraison des équipes. C'est très lié au lean aussi, justement. Je ne veux pas en parler, mais c'est les fondamentaux du lean. Non, je n'ai pas besoin de faire de démonstration, mais c'est les fondamentaux du lean, c'est vitesse et qualité. Mais il n'y a pas besoin de se revendiquer du lean pour avoir ça, parce que les Dorametrix ne sont pas liés au lean spécifiquement. Et de manière globale, vitesse et qualité sont les deux axes qui permettent de regarder ces parties-là. Moi, en fait, je trouve que c'est très bien résumé. Effectivement, vitesse et qualité, c'est les main points. Il y a aussi la valeur, quoi. En fait, il y a une sorte de valeur client aussi, que je ne mets pas forcément dans la qualité. C'est-à-dire que si je sors des choses qui ont peu d'impact client et je les sors vite et bien, le business, j'impacte le business négativement. Quoi. Donc, mais c'est vachement intéressant parce que tu te mets à la sortie de l'équipe et tu regardes ce qui sort. Donc, ce n'est pas clair dans mon propos, tu regardes si ce qui sort est utile. Oui, c'est ça. Donc, c'est Je suis d'accord avec ça. Donc, on reformule. On regarde si ce qui sort est utile à l'entreprise ou au client de l'équipe. Et je pense qu'effectivement, si on a ces trois trucs, on a une boussole pour que les équipes, un canevas en fait, un framework pour que les équipes puissent définir leurs checklists qui sont propres à leur contexte. Et creuser, il y a un sujet, je pense, dont on ne parle pas beaucoup, un sujet qui vient à côté de cela, hein, quand on parle de valeur client, valeur utilisateur final. Il y a aussi la partie le bien-être de l'équipe, à quel prix. Là, on parle de pérennité dans la durée. C'est à quel prix tout ça fonctionne aussi. Donc, pour savoir si on est sur du court terme, du moyen terme ou du long terme, parce qu'on crée des équipes, on crée du software pérenne quoi, dans le temps. Effectivement, si l'équipe a... oui, c'est ce que tu appelles les conditions de succès. Ouais, je le mets dedans. Okay. Alors, je triche, laissez-moi tricher tranquillement. Tu triches mais non, en fait, c'est une boussole. Je trouve que ton terme de boussole me va très, très bien. Si on prend vitesse, qualité, satisfaction, parce que dans le troisième pilier du Lean, c'est la satisfaction utilisateur et la satisfaction des employés, on y est en fait. Exactement. C'est les trois. Exactement. Là, je dis, là, on a le canevas parfait, effectivement. La satisfaction, il ne faut pas oublier. C'est ce qui revient aujourd'hui avec toute la partie dev expérience. Donc, je pense que voilà, là, on a un canevas qui permet aux équipes de se dire, moi, par rapport à mon contexte, je rentre dans le détail, je crée une checklist pour piloter ma performance. Et c'est vrai que c'est important, le troisième point, tu vois, qu'on avait un petit peu mis de côté, et tu as bien fait, Judith, de le repousser, parce qu'effectivement, à quel prix, et la partie RH, c'est devenu très importante dans les entreprises. On a du mal à recruter des talents, des personnes qui font vraiment progresser les entreprises. C'est très dur, il y a du turnover. Et du coup, effectivement, ça rentre de plus en plus en considération. Nous, on a des clients qui utilisent Promise et qui, en termes de ROI, justement, se disent c'est quoi le ROI? Est-ce que c'est qu'on va plus vite? Est-ce que c'est qu'on livre de la bonne qualité? Et
il nous indique ce qui est important, ce serait de mettre le mood de l'équipe, vraiment l'état d'esprit de l'équipe. Ils disent depuis qu'on a mis ça en place, en fait, on communique plus. Voilà, je parle de Promise, mais évidemment, ça marche avec n'importe quel process ou ce qu'on a mis en place. Ils disent pour nous, c'est super important que ça se passe bien. Typiquement, si on fait des revues de code, mais que ça crée de la frustration, que c'est super nocif pour les personnes, qu'on n'arrive plus à communiquer, mais qu'on a un peu moins de bugs en prod, en fait, ça doit rentrer en considération. Il faut qu'on arrête les revues de code ou qu'on change de process, et quitte à ce qu'on ait éventuellement un tout petit peu plus de bugs, mais au moins que ce soit plus pérenne. Et c'est vrai que c'est vraiment un indicateur qui aujourd'hui est super important. Et le mood de l'équipe va impacter la qualité et de delivery plus tard. Parce que si l'équipe est dans un bon mood, etc., évidemment, on va peut-être mieux collaborer ensemble, mieux communiquer, on va se partager plus de connaissances, etc. Donc, c'est vrai que c'est vraiment assez lié. Et en fait, on a ressorti effectivement ce qui était poussé par le Lean. Évidemment, on ne va pas réinventer des nouvelles choses à chaque fois. Donc, souvent, on retombe sur des choses qui étaient dans l'industrie. Et effectivement, Revlin, tu dis certainement pas arrêter leur code. C'est quand même... Normalement, il y a toujours des solutions à trouver quand même avant ça. Évidemment, c'est comme la question des tests, en fait, dont tu parlais, Ludie. On a des équipes qui vont dire « Ah non, les tests, c'est lourd, ça me prend trop de charge mentale, j'arrive pas à les mettre en place, donc en fait, on n'en fait pas. » La question, c'est pas on va arrêter, c'est tout simplement de se dire… Sauf que la qualité… Alors, c'est approuvé, mais effectivement, ça ressemble à un sacrifice sur la qualité. Et du coup, on peut avoir la discussion, on sait quelle Dora métrique aller regarder. Moi, quand j'ai cette discussion-là, je vais regarder direct les failure change rate. Est-ce que j'ai des incidents de prod et quelles sont les causes? Donc, au moins, j'ai un framework qui me permet d'aller regarder, d'avoir une discussion et de quasiment être unchallengeable par la personne en disant si tu as un failure change rate important, si tu as des incidents de prod suite à des mises en production, on peut avoir la discussion de manière structurée autour de ce critère-là parce que c'est un critère objectif pour peu qu'on accepte les Dora métriques comme étant objectifs. Après, c'est la vraie question, mais si on commence à avoir ce débat-là, on n'est pas dans le même cadre, on n'est pas dans une bonne discussion. Mais moi, j'aime énormément les Dora Metrics pour ça, pour dire voilà le cadre de la discussion. Si on est d'accord sur ces 4 critères-là, travaillons avec. Et déjà, on aura moins de questions de c'est quoi la bonne performance d'une équipe. Est-ce que c'est le nombre de lignes de code écrites par un développeur? Non, pas forcément. Non. Oui, mais il faut le prouver. En fait, Dora Metrics, c'est incroyable. C'est interviewer 16 000 entreprises pour ça. Donc voilà, si je ne fais pas de test et que je n'ai pas de failure incident, il n'y a pas de problème, on parle d'autre chose. Oui. Et je peux aussi c'est ça qui est intéressant. Ne pas avoir les bonnes pratiques en interne, tout dépend du contexte de ma boîte, et pourtant avoir des Dora métriques nickel aussi. Donc, en fait, c'est flippant, mais ça se défend. Moi, je serais prêt à accepter une équipe qui dit je ne fais pas de test, regarde, je n'ai pas d'incident. Et puis après, quand ils ont des incidents, là, on va discuter. S'il n'y a pas d'incident, on peut aller discuter d'autre chose parce qu'il n'y a pas de problème. Après, il y aura des problèmes de reprise de code, machin, tout comme ça. Mais, okay. Oui, c'est ça. Il faut voir la qualité globale, effectivement. Exactement. Et savoir où mettre le curseur aussi parce que typiquement, déjà, les processus ne sont pas figés. Donc aujourd'hui, tu ne fais pas ça. Si on suit les métriques, donc on suit la checklist, au fur et à mesure, on sait voir si l'équipe garde sa performance dans le temps. Mais il faut aussi que nous, mon rôle, typiquement, c'est de maximiser la valeur ajoutée de la tech au global. Une équipe qui ne fait pas de tests a un impact sur la maintenabilité du code dans la durée. Donc, la question est de se poser par rapport au contexte, jusqu'où je peux accepter ce risque, jusqu'où ce risque devient trop important à accepter. Mais ça veut dire que tu as quand même, si la maintenabilité est mauvaise, c'est que tu génères des incidents en changeant. Donc, tu reviens quand même sur les failure rates. Donc, exactement. Ou la lenteur la lenteur à le lead time to change. En disant, je n'arrive pas à tester, exactement, ou je dois tester manuellement, c'est lent. Quoi. Donc, tu as des métriques qui sont des proxys qui te permettent de dire, sous le capot, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je dirais qu'il y a une erreur à ne pas faire. C'est comme toute KPI, comme toute mesure. C'est de donner des objectifs.
Exactement. Donc, de donner une cible, de dire il faut réaliser tous les jours. Donc, ça, c'est des solutions. Les Dorametrics sont piégeuses pour ça. Peut-être c'est le sujet, moi, c'est peut-être mon message, c'est regardez le nombre de déploiements par jour si vous n'allez pas assez vite, mais ce n'est pas parce que vous déployez tous les jours que vous allez vite. Il n'y a pas de chiffre Graal de nombre de déploiements pour que ça se passe bien. C'est pour ça que moi, l'orientation de la discussion du jour, j'avais envie de le retourner autour des questions à se poser et des inspirations. Ces axes-là sont des inspirations de ai-je une question à me poser sur le sujet, plutôt que de donner un objectif qui va être transformé. C'est comme la couverture des tests, c'est comme pas mal de choses. C'est dès que vous mettez un objectif sur une mesure, elle est trichée. Donc, ne mettez pas d'objectif, mais mesurez. Ce qui permet de se poser des questions de manière ouverte et transparente. Donc ça, c'est assez compliqué à gérer, mais j'ai envie de les prendre comme ça, ces mesures-là. Ai-je un problème sur cet axe-là ou pas? Et si je peux ajouter quelque chose là-dessus, c'est vraiment contextuel aussi. Je reviens à la question, d'ailleurs, c'est ce que tu disais, Dimitri. Est-ce que j'ai ce problème? Est-ce que je résous le bon problème aussi? En fait, c'est ça. Est-ce que je me pose la bonne question? Ça, c'est le rôle du management. Tout à fait. Parce qu'il n'y a rien de pire que de résoudre le mauvais problème. Et donc, les métriques comme indicateur, surtout. Et c'est ça la négociation. Et aussi, en fait, il y a un sujet dont on n'a pas discuté, c'est qu'effectivement, on a regardé la performance de notre point de vue un peu interne équipe tech. Mais comment valoriser, on ne va pas le faire là, mais comment valoriser cette notion de performance avec, on va dire, le comité de direction, par exemple, de l'extérieur? C'est quelle métrique lui communiquer pour qu'on ne tombe pas dans ce biais de transformer des métriques, donc des indicateurs, en objectifs pour l'équipe. Ça, c'est dur, mais on le fait tous. Hein. On a des objectifs, évidemment, mais je sens que c'est un piège. Toi, je ne sais pas l'expliquer, je ne me bats pas contre ça, mais on a évidemment des objectifs de déploiement, de 1 déploiement par jour, par équipe, ou des choses comme ça. Mais je sens que c'est une solution à un problème qui n'est pas formulé. Donc, la question, c'est quel est le problème qu'on résout? On cherche à résoudre. Ouais. Et le résoudre avec les équipes. J'aime bien cette conclusion vraiment sur la partie métriques. Les métriques, il faut les utiliser comme des questions à se poser pour les équipes qui vont avoir peut-être une réponse différente en fonction du contexte versus effectivement trouver des objectifs et avoir une vraie checklist objectivée justement pour les équipes. Non, c'est plus aller creuser différents sujets et poser des bonnes questions. En fait, le tout, c'est que l'équipe se pose des bonnes questions, trouve elle-même sa réponse et s'inspire des autres aussi pour trouver sa réponse. Évidemment, les Dorametrics poussent aussi des capabilities qui sont justement des choses à mettre en avant, type trunk-based, etc., continuous testing, qui sont justement des réponses possibles qui vont aider. Et ça, on peut s'en inspirer. Mais effectivement, voilà, l'objectif, c'est que les équipes puissent elles-mêmes se poser aussi ces questions grâce à ces métriques. Merci en tout cas, Ludie et Dimitri. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci pour toutes ces informations, tous ces tips. Et je pense que ça va donner lieu, du coup, cette discussion à sûrement un article de blog qu'on va faire qui fera un résumé un petit peu de tout ce qu'on a dit, qui pourra lister justement tous ces points. Et ça permettra d'avoir une trace écrite qu'on pourra se partager plus facilement entre nous. Mais clairement, effectivement, très bonne discussion, puis très bonne ouverture pour passer les vacances d'été derrière avec pas mal de choses à réfléchir en tête pour le mettre en place en septembre. Mais merci encore, Ludie. Merci, Dimitri, pour avoir participé, puis pour tous ces échanges et ces insights. Si on veut vous contacter, est-ce que des gens peuvent vous contacter sur LinkedIn? Librement sur LinkedIn, oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas. Super. N'hésitez pas, les personnes effectivement qui sont présentes aujourd'hui, et puis si vous regardez le replay, à contacter Dimitri ou Ludie si vous avez des questions spécifiques. En plus, Ludie, tu fais Tech Advisor, donc ça peut servir. Et toi, Dimitri, un petit peu sur ton temps libre aussi. Ça m'arrive. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Non. Bon, merci à tous. Merci. Bonne journée. À bientôt, du coup. À bientôt. Et merci pour tous les échanges. Au revoir. Merci, Arthur. Merci, Dimitri.
Merci tout le Ouais. monde. Merci tout le monde.